On continue avec notre discussion des égaliseurs linéaires et on passe maintenant à l'égaliseur MMSE qui minimise l'erreur quadratique moyenne. Donc, c'est une alternative au le zero forcing parce que l'idée de zero forcing était de forcer l'interférence intersymbole à zéro. Mais cette stratégie n'est pas très bonne quand c'est le bruit qui est très élevé. Donc, on a deux contributions au mauvais fonctionnement de notre système de communication. On a le bruit additif gaussien et on a l'interférence intersymbole. Donc, ça dépend lequel est le plus important qui doit déterminer notre stratégie. Donc, notre stratégie avant était de forcer l'interférence intersymbole à zéro, mais nous allons voir que ça a l'effet d'empirer la performance vis-à-vis le bruit additif gaussien. Donc, l'interférence est à zéro, mais le bruit est augmenté. Donc, si le bruit commence par être déjà une contribution importante pour la mauvaise performance de notre système, ce ne sera pas nécessairement une bonne stratégie. C'est pour ça que nous avons une autre alternative. Et c'est un critère d'optimisation qui tient compte de la fidélité de la sortie de l'égaliseur. Au lieu de demander que l'interférence sera zéro, je vais plutôt insister que la sortie de l'égaliseur ressemble à ce qui a été transmis. Donc, la manière qu'on utilise pour quantifier à quel point est-ce que ça ressemble, on utilise l'erreur quadratique moyenne et on cherche de minimiser cette erreur quadratique moyenne. Si on la minimise, ce n'est pas important si l'erreur vient de l'interférence intersymbole ou s'il vient de bruit additif gaussien. D'une manière ou d'une autre, nous allons minimiser cette différence entre la sortie de l'égaliseur et la donnée qui était envoyée. Donc, c'est un égaliseur qui minimise l'erreur quadratique moyenne. Donc, j'ai dit que c'est un égaliseur linéaire et finalement, si je monte un schéma en bloc, ça ressemble directement à la structure de l'égaliseur ZF. Donc, c'est exactement la même structure, c'est la même complexité. La seule différence, c'est dans les coefficients. Les coefficients, nous allons choisir différemment. Mais la structure, c'est toujours un filtre transversal, c'est exactement la même. C'est juste les coefficients qui sont différents. Donc, nous avons l'entrée qui est l'Y, qui est le signal reçu, qui est corrompu par l'interférence intersymbole et corrompu aussi par le bruit additif gaussien. Donc, on cherche les coefficients qui vont forcer que la sortie de l'égaliseur soit le plus proche possible de la sortie idéale, les vraies données qui étaient transmises. Donc, voici ce que nous cherchons à minimiser. Ici, c'est l'erreur quadratique. Erreur quadratique, la différence entre ce qui sort de l'égaliseur et les données qui sont envoyées. Et c'est la moyenne, donc l'erreur quadratique moyenne, qui on cherche à minimiser. Donc, c'est quoi ici la sortie d'égaliseur? Mais la sortie d'égaliseur, c'est la sortie d'un filtre. Et la sortie d'un filtre est donnée par cette expression. Nous avons le signal reçu, où le bruit et bien sûr l'interférence intersymbole est présent, et on cherche les coefficients alpha qui vont minimiser cet critère d'optimisation. Donc, les avantages d'une approche MMSE, il tient compte des présences de bruit et on cherche le coefficient, encore une fois, qui ressemble le plus le signal envoyé. Mais, OK, il y a un paradoxe ici. Je cherche qui se ressemble le plus le signal envoyé, mais c'est un système de communication. Je ne sais pas ce qui a été envoyé. C'est ça le but d'un système de communication, de savoir ce qui a été transmis. Donc, s'il exige une connaissance des données, qu'est-ce que ça veut dire dans un système de communication? Mais on appelle ça une séquence d'entraînement. Donc, ce n'est pas toutes les données, mais pendant une certaine période de temps, j'aurai besoin de savoir c'est quoi qui a été transmis. Donc, pour ça, nous allons utiliser une approche d'une en-tête qui est des données connues, et suivi par un payload. Et le payload, c'est les données qu'on ne connaît pas.
Donc, la partie utile de notre système de communication, c'est la transmission des données qui ne sont pas connues. Mais pour faire ça, il faut payer un peu pour avoir une en-tête, et c'est l'en-tête qui est la séquence d'apprentissage qui nous permettent de chercher les coefficients pour cette filtre, cet égaliseur. Donc, c'est certain qu'on n'aimerait pas que ce soit trop long parce que ça va nuire à notre transmission. Donc, si on envoie 1000 bits dans une certaine période de temps, on a un certain taux binaire, mais parmi les 1000 bits, il y a 200 qui sont réservés pour faire d'apprentissage. Donc, le taux de transmission effectif est réduit par 20%. Donc, c'est pour ça qu'on veut que l'entête ne soit pas trop grande. Donc, par exemple, quand on utilise des standards, par exemple, le standard pour le Wi-Fi. Le Wi-Fi, nous avons une 802.11a qui est le standard qui est déterminé par les I3E. Donc, tous les manufacturiers qui produisent un routeur Wi-Fi, ils vont respecter ces standards. Et dans le standard, il va dire que ça prend une séquence d'entraînement. Donc, tous les systèmes qui utilisent le Wi-Fi, ils savent qu'il y a un certain pourcentage qui contient la séquence d'apprentissage. Donc, maintenant, je sais comment ça arrive que je connais les données. Ce n'est pas les données de transmission régulière, mais c'est les données pour la séquence d'apprentissage. Donc, avec cette connaissance de séquence d'apprentissage, pendant cette période de transmission de données connues, je fais le calcul de mes coefficients pour minimiser cette expression. Donc, je ne vais pas aller en beaucoup de détails. Vous allez avoir la chance pour le projet sur l'égalisation qui est à rendre pour la fin de cours, d'essayer de le pratiquer. Donc, il y a plein de codes MATLAB qui existent sur l'Internet, donc je ne vais pas l'expliquer aujourd'hui, mais j'aimerais vous faire comprendre comment est-ce que ça marche. Donc, nous allons utiliser une expression un peu un rappel à notre concept des processus aléatoires. Nous allons maintenant parler de l'orthocorrélation. Donc, voici la définition d'une autocorrélation. Une corrélation croisée, ce n'est pas auto parce que ce n'est pas le signal avec lui-même. C'est plutôt la corrélation entre le signal reçu et la séquence d'apprentissage. Donc, je vais aligner le signal reçu pendant cette période d'apprentissage et je vais l'aligner avec la séquence d'apprentissage qui est connue. Et je vais calculer cette espérance. L'espérance, bien sûr, il faut avoir la densité de probabilité de notre système. Mais commençons juste avec le concept. Supposons qu'on connaît ces densités et on sait c'est quoi cette corrélation croisée entre le signal reçu et les vraies données qui étaient envoyées. Donc, cette séquence, on va décaler la séquence d'apprentissage tranquillement avec le signal reçu. Donc, on utilise une notation vectorielle pour nos calculs parce que c'est un calcul qui est basé sur certains échantillons. Pourquoi? Parce que nous avons un filtre et nous avons besoin de chercher délai. Voici c'est le délai. Et nous allons avoir un délai et une proie, alpha 1, suivi par un autre délai, delta, et je vais multiplier par alpha 2, etc. Donc, c'est ça la structure de mon filtre. Donc, cette delta représente le délai entre les échantillons. Donc, le signal est reçu, j'ai le signal à certains moments, je prends un délai, je vais multiplier toujours par un autre poids. C'est ça un filtre. Donc, c'est cet délai delta qui entre en jeu ici. Donc, j'aurai une certaine longueur de mon séquence que je vais observer. Donc, le N, ça représente cette période d'observation que je vais utiliser pour calculer la fonction de corrélation croisée. Et c'est relié à la longueur de mon filtre. Donc, ici, c'est une fonction de taux.
Le taux, je vais prendre par morceau de delta les séparations entre les poids pour le filtre. Donc, avec cette définition de delta comme une division de temps, donc le taux ici, c'est 1 delta, 2 delta, 3 delta, etc. Donc, cette espérance, comme fonction de différents taux, je peux écrire dans la forme d'un vecteur. OK, maintenant, je vais faire un calcul similaire pour la fonction d'autocorrélation. Donc, le RYY, c'est la fonction d'autocorrélation, donc l'espérance de signal reçu glissé avec lui-même. Et je vais créer une maîtrise à partir de ces échantillons. Donc, au lieu d'avoir un seul vecteur, par exemple, la première rangée ici, c'est avec 0 délai, donc corrélation avec lui directement avec aucun délai. Je glisse par 1 jusqu'à 2 fois la n. Et prochainement, je vais juste décaler d'une période de temps. Donc, c'est comme le 0 est maintenant à droite et je me permets un décalage négatif en plus de tous les décalages positifs que j'ai reconnus avant. Donc, c'est de construire une version matricielle qui, sur le diagonale, c'est la même entrée, c'est quand il y a 0 délai. Finalement, chacun des sous-diagonales vont être pareils aussi. OK, donc la structure de cette maîtrise, c'est RYY 0 délai et tout le long de diagonale. Et si je regarde la prochaine sous-diagonale, sera RYY moins delta, donc un décalage négatif, et ça va être la même chose tout le long ici, moins delta. Donc, tous les diagonales sont les mêmes. Je vais juste construire la maîtrise de cette façon parce que ça va me faciliter les manipulations nécessaires pour chercher les coefficients. Donc, ce genre de topologie, de symétrie pour une maîtrise, on donne un nom à ça. C'est une maîtrise Toeplitz. Donc, c'est intéressant parce qu'en sachant la structure de cette matrice, on peut faire des manipulations dans une manière très efficace de côté de calcul à faire parce que nous allons exploiter le fait que ce n'est pas une matrice qui est construite avec tous les éléments, avec aucun rapport entre eux. C'est plutôt une structure très spécifique. Donc, avec cette définition de Y comme matrice, le RYD, donc la corrélation croisée comme un vecteur, et l'autocorrélation en forme matricielle, à ce moment-là, l'opération de chercher les coefficients qui minimisent cette erreur quadratique moyenne, donc encore une fois, le Z ici, c'est une fonction des coefficients alpha. Et je cherche, c'est quoi ces coefficients alpha? Mais à partir de ces deux matrices, je peux chercher les alpha qui l'optimisent. Donc, je ne vais pas faire le développement, mais avec cette équation, le A ici, c'est un vecteur qui contient les alpha optimales pour que finalement, cette expression sera vraiment minimisée. Donc, maintenant, on voit que pour résoudre cette équation, nous allons multiplier ici, prémultiplier par R, Y, Y, R, Y, Y, l'inverse. Et à ce moment-là, nous pouvons isoler les coefficients. Donc, voici l'équation pour les coefficients optimales. C'est de prendre cette inverse et de multiplier par cette vecteur. Donc, pour la MMSE, il faut qu'on calcule RYY, RYD, donc la corrélation croisée, la corrélation autocorrélation. Et pour la fonction de autocorrélation, nous avons besoin de chercher l'inverse de cette matrice Toeplitz. Mais comme j'ai dit, étant donné la structure, la complexité de faire l'inversion de matrice d'une certaine taille est beaucoup réduite en exploitant la structure spéciale. Donc, c'est une manipulation de côté calcul qui est raisonnable. Donc, ce que je n'ai pas abordé, c'était comment chercher l'espérance. Donc, j'ai parlé un peu d'un système
Premièrement, c'est un système qui est stationnaire au sens large. Donc, dans la première semaine de cours, j'ai parlé des processus aléatoires, l'idée d'un processus aléatoire qui est stationnaire au sens large. Ça, c'était nécessaire pour que cette fonction de corrélation croisée, autocorrélation, que ce soit vraiment juste une fonction de taux. Donc, R, une fonction de taux au lieu de T1 et T2. Donc, ici, on suppose que c'est des systèmes avec des signaux qui sont stationnaires au sens large. Donc, c'est partie du développement de ces équations. Il faut chercher c'est quoi ces fonctions d'autocorrélation. Donc, cette espérance, comment est-ce qu'on calcule, mais on utilise un peu l'ergodicité pour dire que nous pouvons chercher des moyennes et on utilise les moyennes temporelles pour faire une approximation des moyennes stochastiques. Donc, c'est l'ergodicité. On fait appel à ce concept qui est les moyennes temporelles dont la réponse qui est les moyennes stochastiques. Et une moyenne stochastique, je veux dire une espérance, comme nous voyons ici dans cette équation. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour estimer la fonction d'autocorrélation? On prend le signal reçu et on fait ce décalage. On fait ça pour un bloc, on fait ça pour un autre bloc, avec pour un autre bloc, pour un autre bloc. Ce n'est pas une fonction de données. La fonction d'autocorrélation, même si ce sont des données qui ne sont pas connues, je peux calculer ça. Donc, c'est possible d'estimer ces facteurs, ça sans les données, ici avec les données, donc à partir de séquences d'apprentissage, de calculer les estimés basés sur les moyennes temporelles. Donc, ces équations, ce système d'équations qui est avec une construction qui est une Z, qui est la sortie d'un filtre, la solution de cette équation qui est la A optimale dans ce filtre et cette équation, ça s'appelle les équations de Wiener-Hopf. Donc, c'est une situation qui arrive souvent dans différents systèmes, pas juste les systèmes de communication. Donc, c'est un système des équations qui est bien étudié pour lesquelles on a des bonnes solutions numériques.